Pouf. Voilà. Bon. Bonjour, bonjour. On va attendre un petit peu que des gens se connectent. Et ça apparaît où, là? C'est sur le groupe. Bah, sur le groupe. Sur ce groupe, pour l'instant, j'ai rien. Si, tu dois l'avoir. Bonjour Ah, Grégory. ça y est, c'est bon. Voilà. C'est bon? T'as les commentaires aussi, Denis, hein, normalement. Oh merde, j'ai de l'écho, moi. Ouais, Oui. faut couper le son, sinon ça va. Ouais, voilà. Bonjour. Salut, Jean-Gabriel, Bernard. Ah, moi, je veux pas les participants, hein. Bah, moi, tu as les commentaires ou pas, Denis? Alors, ah oui, j'ai les commentaires, c'est bon. Voilà. Donc, c'est pour ça, Et moi, je alors, voulais, je et voulais, je alors voulais- moi, j'ai un sous-titrage sur mon écran. Ouais, moi aussi, on peut pas l'enlever. Bon. Tiens, Denis, je vois que tu regardes, c'est bien. Donc, bonjour, on est avec Jérémy Vidal-Dupiol, on va dire chercheur à l'IFREMER, spécialisé dans les coraux, et notamment le stress corallien, hein, c'est ça, Jérémy? C'est ce que tu m'as dit? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Et on est avec Denis Tournassat. Et bonjour à tous aussi. Donc, on va parler aujourd'hui de quoi? Des chimères coralliennes. Donc, comment est-ce que tu définirais une chimère, Jérémy? Eric, Pardon. Hmm. avant de démarrer sur le sujet, moi, j'aimerais bien présenter un peu Jérémy. Ah bah vas-y. Voilà, parce que bon, on a la chance sur le récif d'avoir des sommités et puis des gens qui connaissent leur sujet. Parmi ceux-là, ben, il y a des chercheurs, et parmi ces chercheurs, il y a aujourd'hui docteur Vidal-Dupiol. Alors, docteur Vidal-Dupiol, moi je l'ai connu tout petit, hein, Je il n'ai pas était, docteur encore. enfin, ben, il était un peu plus grand que tout petit, mais était doctorant. Et, et depuis, eh bien, moi je vois que euh, bon, ben, plus comme on se connaît bien, monsieur docteur Vidal-Dupiol, je vais vous demander l'autorisation de t'appeler Jérémy quand même, hein. Bah oui, non, pas de docteur entre nous. Oui. D'accord. Donc, moi, j'ai vu que tu avais énormément publié, soit en collaboration, soit comme directeur de recherche, euh, sur le stress en général, sur le stress des coraux, sur le stress des bivalves, des huîtres perlières, là, l'huître Pinctada margaritifera, là, ça me fait penser encore à la pizza dans laquelle on a mangé à Perpignan. Et, euh, et puis sur les évolutions génétiques, enfin, tout ce qui tourne autour du stress, quoi. Donc, ben, je pense que tu deviens un spécialiste en la matière. Et bien, au nom de tous les membres de Le Récif, moi, je te dis merci de participer parce que c'est hyper enrichissant pour nous. Et puis, merci aussi à Eric de nous organiser des lives comme ça avec des gens non seulement qui savent de quoi ils parlent, mais en plus, ils nous parlent de sujets qui sont au top. Enfin, ce sont des sujets très actuels, quoi. Donc, pour nous, c'est tout bénef, quoi. Alors, merci encore. Et bien, c'était mon petit préambule. Mais merci à vous plutôt, d'accepter mes invitations. Donc, Jérémy, on va causer des chimères. Donc, comment tu définirais une chimère? Là, avec ton... Bah, je peux partager du coup vite fait Ouais, tout mon à fait, écran. tout à fait. Bah, déjà, merci Denis aussi pour cette intro et merci Eric pour la présentation. Ouais, et d'ailleurs, je remercie par la même occasion s'il regarde mon fils qui m'a permis d'être en contact avec toi. Voilà, Donc là, vous devez voir ça mon va arriver, écran voilà, on y est. avec un PowerPoint qui sert de support, hein, donc Il est pas en plein écran ton PowerPoint. ça y est, ça va venir normalement. C'est bon? Non, Non, Ah, voilà. voilà, c'est bon. il y a un gros décalage, c'est pour ça. Ouais, 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 c'est bon. Ok, donc le chimérisme, bah, ça va revenir, c'est parce qu'il y a un gros décalage en fait entre ce que moi je fais et ce qui se passe à l'écran. D'accord. Là, c'est bon, non? Ça Ouais, doit c'est l'être. bon, c'est bon, c'est bon. Donc le chimérisme, c'est un phénomène
naturel dans un premier temps, mais qui peut être un phénomène induit aussi, hein, et qui va se définir comme étant la cohabitation au sein d'un seul et même individu de deux génotypes. Un génotype étant, en fait, que normalement, un individu égale un génotype, c'est-à-dire que chaque personne individuellement correspond à un génotype, un ensemble de gènes. Mais dans le cas d'une chimère, en fait, on va avoir deux individus qui vont cohabiter au sein d'un seul et même organisme. Cette cohabitation, elle peut concerner l'intégralité des deux individus ou une seule partie de l'un des deux individus. Et le cas le plus classique de chimérisme, ce que tout le monde connaît, c'est le cas de quelqu'un qui a reçu une transplantation d'organes, puisqu'on va avoir un individu d'un génotype, mettons A, qui va héberger un organe d'un génotype B, et les cellules de cet organe vont même pouvoir diffuser à différents endroits dans le corps. Donc là, c'est le cas typique d'un chimérisme, on va dire, qui a été fabriqué. Ouais. Mais même chez l'humain, on peut avoir du chimérisme naturel. On voit ici, chez cette personne, en fait, deux individus qui cohabitent au sein d'un seul et même corps. C'est issu d'une fusion entre deux embryons dans l'utérus de la maman, avec ici un génotype un peu rouge et de l'autre côté, un autre génotype. Donc Ah vraiment ouais. quelque chose qui est connu dans l'intégralité du monde vivant. D'accord. Moi, par rapport à ça, si c'était possible, est-ce que tu pourrais nous définir les différences entre le chimérisme, le greffage, toutes enfin, Oui, oui, qu'est-ce qu'il y a comme greffage? je coupe le partage juste pour qu'on se voit le temps d'expliquer ça. L'hybridation, oui. Donc, en fait, on peut caractériser tout ça du cas le plus extrême au cas le plus commun. Le cas le plus extrême, ça va être le phénomène d'hybridation, où là, en fait, on va avoir un événement de reproduction entre deux espèces différentes. C'est quelque chose qui, pareil, a lieu quasiment tous les jours dans la nature, hein. La plupart du temps, les gamètes, l'œuf et les spermatozoïdes vont fusionner, mais rien ne va aboutir. Par contre, dans certains cas, il peut en sortir un organisme viable qui, bien souvent, ne va pas avoir la capacité à se reproduire, mais qui va, par contre, avoir des capacités, des fois de croissance bien meilleures. C'est quelque chose qui est bien connu chez les coraux, hein. Par exemple, en Atlantique, tout le monde connaît très bien Acropora cervicornis et Acropora palmata, qui sont les deux espèces emblématiques d'Acropora qu'on a en Atlantique. Il y a une troisième pseudo-espèce, on va dire, hein, qui est la résultante de l'hybridation de ces deux espèces, qui est Acropora prolifera. Donc là, dans le cadre de l'hybridation, on a vraiment la fusion entre deux espèces différentes. D'accord. Juste derrière ça, on a le chimérisme, où là, on Mais est plus dans le cas de… quand tu parles de fusion entre espèces, mais elle se fait aussi au stade larvaire, cette Ah là, fusion. dans le cadre de l'hybridation, elle se fait très, très précocement, puisque c'est au moment de la fécondation. D'accord. Donc, Donc, tu as avant la vraiment larve. une espèce qui va donner l'œuf, l'autre espèce qui va donner les spermatozoïdes, et dès le stade larvaire, on a quelque chose qui est hybride, qui D'accord. contient la moitié d'une espèce et l'autre moitié de l'autre espèce au niveau de son génome. Dans un petit peu moins extrême, on a le chimérisme, puisque là, ça ne concerne plus deux espèces différentes, mais ça se passe au sein d'une même espèce. Et dans le cadre du chimérisme, donc, on va pouvoir avoir formation d'une chimère qui va quasiment tout le temps intervenir après fécondation. C'est-à-dire qu'on va avoir soit la fusion de deux embryons, soit la fusion de deux colonies de corail, par exemple, on va le voir après, j'ai quelques illustrations, ou de deux arbres. L'acte de greffe, que ça concerne l'humain, que ça concerne l'huître perlière quand on fabrique une perle, que ça concerne l'arboriculture, conduit systématiquement à la formation d'une chimère, sauf que c'est une chimère qui va être non naturelle. C'est-à-dire, en fait, une chimère, c'est un organisme qui présente deux génotypes, quoi. Voilà, deux génotypes. Soit sur la totalité de l'organisme, soit en partie. Exactement, D'accord. exactement. Et après, le cas le moins extrême, mais qui pour le coup est extrêmement répandu, puisqu'on en est tous, c'est ce qu'on appelle le mosaïcisme.
Donc, on est tous en fait des organismes mosaïques, puisque tout le monde a entendu parler, je pense, des mutations, hein. Grâce au Covid, moi, j'ai beaucoup plus de facilité à expliquer la génétique maintenant. Tout le monde a entendu parler des variants du Covid. Un variant du Covid, c'est quoi? C'est un variant génétique, c'est la séquence d'ADN du virus a légèrement changé. Et donc, le mosaïcisme, c'est quoi? C'est au fur et à mesure où un organisme vieillit, ses cellules vieillissent, ces cellules se multiplient et il va accumuler des toutes petites mutations dans son génome, ce qui fait qu'à la fin de sa, pas forcément à la fin de sa vie, mais au fur et à mesure de sa croissance en tout cas, il va avoir des populations de cellules qui vont plus être exactement identiques au niveau génétique. Et donc, c'est un organisme mosaïque. Dans le pire des cas, ça peut déboucher au phénomène de cancer, hein, puisque le cancer est issu bien souvent d'apparitions de mutations particulières qui vont conduire à ça. D'accord. Et derrière tout ça, on parle beaucoup aussi de greffage, d'hybridation. Ah oui, l'hybridation, tu l'as évoqué, mais le greffage. Le greffage, c'est ça, hein, c'est la fabrication d'une chimère artificielle. L'idée du greffage étant bien souvent de bénéficier des avantages de l'individu donneur et de l'individu receveur. Donc, le greffage en arboriculture, par exemple, on va avoir un porte-greffe qui va être résistant aux maladies, mais qui va être très peu efficace pour produire des fruits en quantité et en qualité, et un greffon qui, lui, va plutôt avoir l'intérêt d'apporter une fructification abondante et goûteuse. Mmh. D'accord. Toujours pour faire un petit peu le parallèle avec le corail, donc nous on parle beaucoup de greffer des espèces, les mêmes espèces, mais avec Des couleurs des différentes? couleurs différentes par exemple, hein. Là, est-ce qu'on peut aussi parler de greffage? Parce qu'on les met côte à côte. Je ne sais pas s'il y a une fusion quelque part, bien qu'on a l'impression que des fois qu'il y a des pigments qui migrent, mais est-ce que le fait que des pigments migrent, ça reste, on reste dans le thème, quoi. Par exemple, ça? Oui, par exemple ça, oui. Là, typiquement, je pense que c'est effectivement une vraie chimère. Il aurait fallu avoir l'état initial Ouais. pour voir un peu mieux comment ça a évolué dans le temps, mais si le génotype A était vert et que le génotype rouge était rouge, le génotype B était rouge, Ouais, c'est le effectivement, on cas, peut ouais. avoir affaire à une vraie chimère. Ouais. Oui, c'est le cas, hein. Enfin, une chimère au sens biologique du terme, mais qui a été réalisée artificiellement. D'accord. D'accord. Ok. Ou ça, par exemple? Parce que ça, je sais pas Ça si c'est aussi, je sais pas si c'est naturel ou pas. Je crois que c'est, je sais pas, mais on dirait un dessin ou. c'est voilà. Mais après, il faut se méfier de la couleur, hein. C'est-à-dire que la couleur n'est pas quelque chose qui est spécifique à un génotype. On sait très bien que des facteurs environnementaux vont pouvoir soit induire son expression, soit au contraire l'inhiber. D'accord. Donc, il faut vraiment connaître l'historique de la colonie pour pouvoir dire avec certitude c'est une chimère ou non, ou partir dans des analyses génétiques compliquées. D'accord. Là, il y a une Je peux vous question de. montrer, si vous voulez, quelques, Ouais, ouais, ouais. Dans le cadre du corail, quelques illustrations. les chimères, elles ont les mêmes algues symbiotiques sur tout l'organisme ou les algues symbiotiques diffèrent selon les individus? Alors, c'est une bonne question à laquelle j'ai pas la réponse, puisque ça n'a pas été testé à l'heure actuelle. Il faut savoir que le chimérisme chez les coraux, c'est étudié depuis longtemps, mais pendant très longtemps, ça a été un peu mis sous le tapis, on va dire. D'accord. D'un point de vue pratique, je vois aucune raison pour lesquelles il ne puisse pas y avoir des algues symbiotiques d'espèces différentes qui soient hébergées par les différents génotypes. Ouais. Je ne Salut pense pas que ce soit Alexandre. un mécanisme impliqué Ouais, il y a Alexandre Sachant que qui. dans la compatibilité. sachant qu'un corail peut récupérer des zooxanthelles même au stade ultérieur, adulte, et des zooxanthelles qui sont différentes des zooxanthelles initiales, quoi. Il peut perdre ces Oui, tout à zooxanthelles, il fait. peut Ouais. en récupérer, quoi. Donc, Ouais. il n'y a pas de raison enfin, de mon point de vue, il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas mixer les zooxanthelles des deux espèces, quoi. Ouais, d'accord. Jérémy, il y a Alexandre qui nous regarde. Il Hum. doit être 6 heures du matin en Polynésie, mais bon. Salut, et Alexandre. Donc, vas-y. Bonjour Ouais, Alex, à bientôt. ouais.
Donc là, voilà. Donc là, en fait, c'est une illustration de comment. Ah, Allô? oui, 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 donc là, je présente une illustration de comment on peut constituer, nous, en tout cas, quand on fait nos travaux de recherche, des chimères de corail, mais ça se passe exactement la même façon hein, en milieu naturel. Donc là, c'est avec Stylophora pistillata. Donc on récupère des larves, on les fait se fixer sur du papier calque, tout simplement. On les laisse grossir jusqu'à ce stade, hein, qui est le stade, si je ne me trompe pas, 7 polypes. On découpe la mini-colonie, ce qu'on appelle une recrue, hein, ouais. et on va ensuite les positionner, différents génotypes côte à côte, pour que, au fur et à mesure où elles vont grandir, comme ici, vont entrer en contact. Et une fois que le contact est initié, on peut se retrouver dans 2 cas de figure. Soit on a des génotypes qui sont compatibles, et auquel cas, il va y avoir une fusion. Et là, on voit vraiment bien ici que bah, on a le génotype A ici et le génotype B ici. Mais si on ne l'avait pas fait artificiellement, on serait incapable de le dire. Hein. On voit aucune structuration entre les deux génotypes. Ou à l'inverse, on peut avoir un phénomène de rejet qui se passerait, comme on peut voir des fois de la compétition en aquarium, hein, entre 2 espèces différentes. Bah, ici, c'est au sein de la même espèce, mais un rejet qui est très clair. Et donc, 2 génotypes qui sont non compatibles et qui ne pourront pas former de chimère. Est-ce qu'on sait pourquoi? Alors, on n'a pas d'idée, c'est un projet de recherche qui est actuel, qui est en cours. Ouais, On suppose que c'est des combinaisons de gènes, en fait, hein, exactement comme pour les aspects de compatibilité chez les humains avec le rhésus et le groupe sanguin. Donc des jeux de gènes qui sont compatibles, certaines associations de gènes qui sont compatibles et d'autres non. d'accord. C'est de je la voudrais revenir. reconnaissance du soi et du non-soi, en fait, hein. Ouais. Je voudrais revenir là sur le début. Là, tu disais que vous récupérez des larves. Comment vous récupérez ces larves? C'est des larves que vous élevez en laboratoire ou vous allez dans la nature au moment des pontes, récupérer les œufs et... Alors là, dans ce cas-là, donc Stylophora pistillata, c'est une espèce qui fait de la planulation, c'est-à-dire que la fécondation, elle est à l'intérieur du polype, et il y a ensuite émission de la larve planula. Cette émission, elle est relativement bien calée sur le cycle lunaire. Et donc, on va déployer du phytoplancton autour de grosses colonies mères au bon moment de l'année, au bon moment du cycle lunaire, et récupérer des larves comme ça. Une fois qu'on a les larves, on les ramène au laboratoire, et c'est au laboratoire qu'on va faire un élevage, mais c'est un élevage qui est très court, hein, quelques heures à quelques jours pour les plus récalcitrantes, on va dire, hein, jusqu'à ce qu'elles se fixent. Après, sur d'autres espèces, on peut récupérer des œufs et du sperme sur 2 colonies différentes et induire la fécondation. euh, et ensuite partir sur ce cycle de développement embryonnaire, puis larvaire. C'est souvent le pistillata qui est utilisé en labo, hein. C'est lié à quoi? À sa croissance rapide, parce qu'il est connu, parce que... Je pense que c'est un peu historique, hein, c'est une des premières espèces qui a été travaillée, qui a été maintenue déjà en aquarium, Ouais, notamment à Monaco. Du coup, le centre scientifique de Monaco a beaucoup travaillé dessus, et c'est une espèce qui se manipule facilement, hein. Elle est branchue, donc on peut facilement faire des boutures. Euh, et puis voilà, et vu que c'était une espèce sur laquelle on disposait de pas mal de connaissances, eh ben, les scientifiques dans d'autres pays ou pour d'autres disciplines ont choisi de continuer à travailler sur cette ouais, espèce ouais. Mmh. pour en faire un peu une des espèces coralliennes modèles. Et Mhm. tous les résultats qu'on obtient sur le pistillata sont extrapolables aux autres espèces de coraux? Grosso modo, oui, je dirais que oui. Ça dépend D'accord. ce qu'on étudie précisément, mais les facteurs les plus généraux sont assez bien transposables d'une espèce à l'autre. Les processus de biominéralisation, par exemple, sont tous les mêmes, grosso modo, chez les coraux. Ouais, ouais, c'est vrai. Denis? Oui, oui, non, donc c'est un phénomène qui se produit, tu disais, donc assez régulièrement en mer, dans le milieu naturel. Sauf que on ne sait pas trop le détecter.
C'est ça. En milieu naturel, c'est quelque chose qui se passe couramment, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, partout où on l'a cherché, on l'a trouvé. Les pourcentages d'occurrence sont assez faibles, hein. Chez le corail, par exemple, on est de l'ordre de 0,4% à quelques pourcents, selon les espèces. Ce chiffre, il est peut-être aussi un peu sous-évalué parce que c'est extrêmement compliqué à détecter. Voilà, on a fait des expériences, par exemple, hein, in vitro, et on se rend compte que même en mélangeant de l'ADN artificiellement, on se rend compte que si on n'a pas une représentation de 20% de l'individu minoritaire au sein de la chimère, on a du mal à le détecter, même avec des approches génétiques assez pointues. Donc Donc, c'est un phénomène qui est probablement sous-estimé. donc pour répondre à une question là d'Andrea là, qui se posait la question, est-ce que c'est faisable quelque part par l'aquariophile lambda? La réponse est non, quoi. C'est trop. D'aller savoir si on a une chimère ou non? Non, non, d'aller créer des chimères. Bah, créer des chimères, si, je pense que c'est faisable par l'aquariophile lambda. Peut-être pas avec toutes les espèces. Par exemple, Stylophora pistillata a une caractéristique assez spéciale, c'est que la fenêtre temporelle durant laquelle il accepte de former une chimère est très courte. C'est-à-dire que si ça ne se passe pas dans les 3 premiers mois de sa vie, après, il devient, entre guillemets, hermétique à toute formation de chimère Ah ouais. postérieure. Chez Poecilopora damicornis, par exemple, ça semble être beaucoup moins problématique et il accepte de fusionner avec ses congénères tout au long de sa vie. Les Donc d'une Monty, espèce à l'autre, ça va être plus ou moins faisable. les Montipora, c'est pareil, j'imagine qu'on peut les. Il y a beaucoup de gens qui font des greffes. Et le Montipora plateau, notamment, ça a l'air de marcher, quelle Tout le que temps. soit l'époque. Hein, ouais. Ça, c'est possible. En termes de science, en tout cas, on n'a pas de données là-dessus, hein. Comme je disais, c'est un phénomène qui est peu utilisé, qui est peu étudié encore pour l'instant. Donc les données qu'on a portent essentiellement sur Poecilopora damicornis et Stylophora pistillata. En Pour termes bien, de données d'expérimentation en aquarium. pour bien être sûr d'avoir compris ce que tu as dit par rapport tout à l'heure au greffe, c'est que Eric t'a présenté donc un exemple de deux espèces, enfin non, de deux génotypes peut-être de coraux assemblés qui avaient des couleurs différentes. Mais là, tu nous dis que quand on n'est plus en dehors de la période favorable, il ne répond plus, quoi. Il ne se passe plus rien. Ça veut dire que les grafted, là, ou les coraux greffés, je ne sais plus trop les situer maintenant, quoi. Est-ce Non, mais que les c'est. coraux greffés, c'est une chimère, il n'y a aucun doute Voilà. là-dessus. Mais, C'est mais, juste qu'ils mais appartiennent à des espèces d'accord. dont la période de tolérance à la formation d'une chimère est probablement, s'étale probablement sur toute leur vie. Contrairement à D'accord. d'autres espèces où c'est très restreint sur le début de leur vie. D'accord. Et donc, là, on peut se poser la question, c'est de l'intérêt des chimères. Est-ce que moi j'ai lu là dans l'article que apparemment les chimères sont beaucoup plus résistantes au stress et compagnie que les individus entre guillemets de base. Et ça, c'est ce que tu étudies et c'est ce que tu as vérifié, Jérémy? Oui, tout à fait. En fait, hein, l'objectif de l'article là qui avait été repris dans Zebrasomac, c'était d'étudier dans quelle mesure les chimères pourraient devenir un outil dans la gestion des écosystèmes coralliens, et notamment dans la restauration des récifs dégradés, puisque on avait un peu mené exactement le même raisonnement qu'en agronomie, dont je vous présentais tout à l'heure, hein, où on a un porte-greffe qui serait résistant aux maladies et un greffon qui produirait plus de fruits. On pourrait imaginer en fait au sein d'une chimère corallienne cumuler les avantages de plusieurs génotypes. Donc, dans le cadre de la restauration récifale, par exemple, cumuler un génotype qui serait résistant à la température et un génotype qui serait résistant à l'acidification des océans. Donc, nous, on a déjà voulu essayer de comprendre au niveau moléculaire qu'impliquait et qu'induisait le chimérisme, et si une chimère était déjà tout simplement plus résistante au stress qu'un coraux normal. Et c'est effectivement ce qu'on a montré, hein, puisque les taux de survie de chimères était meilleur 6 mois après fixation et 12 mois
après fixation. Donc vraiment un taux de survie qui se maintient dans le temps C'est et ça, qui est hein? meilleur. C'est ça, c'est les 2 histogrammes en bas. Donc ça, c'est des photos c'est l'étude de Jérémy qui a été prise, qui a été republiée dans le Zebra qui est en vente en ce moment. Et donc là, en fait, en A1 et A2, on voit les A1, c'est vraiment les chimères au début, hein, c'est à ce stade-là qu'on les a sorties après en milieu naturel, hein. Jusqu'au stade A1, elles sont en aquarium. Ouais, Stade A2, c'est là où on a fait nos expériences, donc c'est des animaux qui ont une dizaine de mois. Là, on voit, hein, c'est une chimère, mais on n'a plus aucun moyen de distinguer les 2 génotypes. Et on voit bien sur les histogrammes en bas, hein, les barres bleu ciel correspondent aux coraux non chimériques, les barres bleu foncé aux coraux chimériques, et on voit que grosso modo, les taux de survie des coraux chimériques sont plus élevés à 6 mois, c'est les 2 histogrammes de gauche, ou à 12 mois, c'est les 2 histogrammes de droite. ouais, j'ai une question. On sait que les coraux de mer Rouge ont tendance à mieux résister aux hausses de température et aux variations. Est-ce que le taux de chimère en mer Rouge serait plus important que dans les autres récifs? C'est une très bonne question et c'est une question à laquelle on n'a pas de réponse. Puisque les études, le nombre d'études qui a essayé d'évaluer en milieu naturel la proportion de chimères, je crois qu'à l'heure actuelle, il doit y en avoir 1 ou 2. Ouais, d'accord. Et donc, c'est extrêmement faible. On a vraiment un manque de données là-dessus. Mais c'est ce que la théorie prédirait, c'est-à-dire que les événements de stress étant de plus en plus fréquents, eh bien, on devrait avoir une sélection des entités les plus résistantes au stress et donc une sélection des chimères. Et ça, C'est-à-dire, excuse-moi Denis, pour le savoir, il faudrait faire des prélèvements dans des grandes colonies et à chaque fois étudier leur génotype. C'est ça, exactement. Mais c'est compliqué puisque, laisse-moi repartager quelque chose Ouais, j'arrête le partage de chez moi. sur la structuration d'une chimère. En fait, si on ne fait pas le prélèvement au bon endroit, eh ben, on peut parfaitement conclure qu'on a un corail qui est non chimérique alors qu'il l'est. Là, ici, c'est donc, vous devez voir mon écran maintenant avec une Ouais, 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 on l'a. jeune colonie. Et là, en fait, c'était une chimère à 3 génotypes. Et donc, au moment de la fusion, les 3 génotypes occupaient une place qui était proportionnellement identique au sein de la colonie. Mais là, on voit qu'après quelques mois de croissance, eh bien, on a la colonie en marron, enfin le génotype marron qui occupe quasiment Ouais, qui a les pris le 2 dessus, tiers ou ouais. les 3 quarts de la surface, hein, et que Mhm. le génotype vert et le génotype bleu, eux, en occupent à peine un tiers. Donc au final, ici, on a bien une chimère, mais si on fait un prélèvement uniquement dans la partie marron, on va conclure au niveau génétique qu'on n'a pas de chimère, Mhm. de même que si on fait un prélèvement que dans la partie verte ou la partie bleue. Et alors, il est impossible de savoir qu'on a une chimère. Faudrait prélever C'est partout, très alors. compliqué, il faut vraiment avoir des designs d'échantillonnage d'une colonie et prélever sur une colonie à plein d'endroits différents Ah ouais. pour maximiser les chances d'échantillonner plusieurs génotypes si elle est chimérique. Donc c'est Mhm. vraiment une question qui est compliqué d'y répondre avec certitude. Ouais. Quand est-ce que vous allez fabriquer un acropora résistant au planaire d'acropora pour les pauvres aquariophiles? Alors écoute là, je pense que les planaires d'acropora, il vaut mieux essayer de faire de la lutte biologique que Ouais. Que de choper un corail résistant, ouais. exactement. donc, Parce qu'à ma connaissance, sur le récif, t'en vois jamais en fait, hein. Mhm. T'en vois donc, jamais puisqu'ils sont probablement prédatés en permanence. Ouais, bah oui, oui. donc vous avez identifié que les chimères étaient plus résistantes que les coraux mers, on va dire. Mais est-ce que dans le milieu naturel, les coraux utilisent ce phénomène pour justement pour améliorer leur résistance? Est-ce que c'est est-ce que vous savez que ça existe en milieu naturel, mais est-ce que vous êtes en mesure de dire que c'est en réponse à des stress, à, Non, on peut pas conclure que les coraux vont, entre guillemets, choisir de se chimériser pour mieux répondre. C'est juste
par des biais de sélection. Peut-être que la sélection naturelle va faire que, au final, les génotypes les plus compatibles avec la chimérisation vont être sélectionnés au fil du temps, parce qu'auront survécu justement parce qu'ils étaient chimères à différents événements de stress, et cetera, et cetera. Donc c'est vraiment le processus de sélection naturelle qui va petit à petit, d'une part, augmenter la proportion de chimères sur un récif, et d'autre part, peut-être aussi augmenter la proportion de génotypes qui sont compatibles avec le chimérisme. Mais on ne peut pas dire que c'est quelque chose qui va se faire de façon active. C'est un phénomène passif qui va prendre beaucoup de temps et qui est basé sur la sélection en réponse au stress récurrent. Dans le Et cadre des animaux domestiques, on dit c'est un croisement. En fait, un croisement, c'est une chimère, quoi. non, un croisement, c'est de la sélection génétique. Ah oui, non, t'as raison, ouais, t'as raison. Ouais, pardon, non, ouais, ouais. Excuse-moi. C'est de l'hybridation. Quand, Voilà, tu peux quand avoir on de a, l'hybridation, exactement. quand on a des coraux d'une même espèce et euh, on les met dans l'aquarium, elles meurent, et puis d'un seul coup, on tombe sur un pied qui vit bien, quasiment dans des conditions très similaires, sans en avoir la certitude, peut-être que c'est issu d'un chimérisme qui l'a rendu plus résistant aux conditions de stress de nos aquariums. Oui, c'est tout à fait possible. Ouais. Mm. C'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que dans cette étude, donc après, on a essayé de comprendre pourquoi les coraux chimériques étaient plus résistants au stress. Et on s'est rendu compte, en fait, que le fait de vivre en chimère, d'être une chimère, était quelque chose de stressant. Puisque les 2 génotypes ou les 3 génotypes sont en interaction permanente et que cette interaction, elle est bénéfique, mais elle n'est pas, je vais dire, totalement pacifique. Et on a mesuré en fait tout un tas de marqueurs de stress qui sont exprimés à des niveaux beaucoup plus élevés, même dans des conditions normales, hein, chez les coraux chimériques que chez les coraux contrôle, chez les coraux non chimériques. Et en fait, c'est ce qui nous fait penser de pourquoi ces chimères sont plus résistantes au stress. C'est d'une part parce qu'elles peuvent mutualiser, on va dire, les compétences de chacun des génotypes, mais aussi parce que les génotypes se stressent mutuellement en permanence. Eh bien, toutes les molécules de réponse au stress, les molécules anti-stress, sont exprimées à des niveaux beaucoup plus élevés, et ce, en permanence. Les Ce qui fait antioxydants. que les antioxydants, par exemple, Mhm. les protéines de choc thermique, enfin tout un tas de molécules qui sont normalement exprimées que quand il y a un stress, sont là exprimées tout le temps, ce qui fait qu'en fait, l'organisme est déjà prêt à répondre quand un stress arrive. Et ça, c'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas du tout. On s'attendait à avoir des diversités de molécules beaucoup plus importantes exprimées chez les chimères, mais pas forcément avoir cette réponse de stress permanent qui permet au final à la colonie d'être plus résistante dans le temps. Ça a d'ailleurs un coût, hein, puisqu'une colonie chimérique grandit un peu moins vite qu'une colonie non chimérique. D'accord. Et la chimère idéale, c'est quoi? C'est le corail qui est tapé par une lumière intense, chimérisé avec un corail qui vit dans de la flotte à 32 degrés avec un pH très bas, quoi. Et là, si ça résiste, Bah, c'est ça, je dirais qu'à l'heure actuelle, si on doit faire le lien les pires fléaux du récif, c'est en un, les très fortes températures, donc un génotype qui va être résistant à la température. En deux, ça va être les apports de nutriments qui vont faire qu'il va y avoir des développements d'algues très importants. Donc un génotype qui sera très tolérant à ces fortes teneurs en nutriments et très compétitif vis-à-vis des algues. Et en trois, ben, on va dire un génotype qui sera effectivement plus tolérant à l'acidité, à l'acidification des océans. Voilà, donc ça serait un peu la chimère gagnante. Maintenant, ça dépend là où on se place, hein. Ça, c'est valable dans l'Indo-Pacifique. En Caraïbes, par exemple, ben, les maladies coralliennes, qu'elles soient bactériennes ou virales, occupent à l'heure actuelle la première place en termes de dégradation. ouais, j'ai fait, il y a quelques mois, on avait fait un entretien avec Alizé Zimmermann, qui est dans les îles Turcos et je sais plus quoi, enfin, je me rappelle les îles complètement au sud des Caraïbes, et qui a une Mhm. association de sauvegarde des coraux suite à la fameuse maladie
qui s'est développé à partir du port de Miami, hein, je crois. Ils ont remarqué qu'il y avait eu des forages dans le En port de Miami. Voilà. 2014, je crois. Ouais. Et elle s'occupe de la sauvegarde des coraux et c'est sur la chaîne. Là, tu pourras regarder si ça t'intéresse quand elle parle de ça. Voilà. Oui, je regarderai, oui. Bon, on va peut-être prendre quelques questions là, qui se sont posées là, en Ouais, cours bien sûr. de conversation. Il y a Andrea qui pose la question, est-ce que les chimères peuvent sauver les récifs? Donc tu as répondu en partie, mais moi je compléterai. On sait que la chimère, elle bénéficie du meilleur de chaque parent, entre guillemets. Mais est-ce que cette résistance est bonifiée? Enfin, est-ce que ça veut dire qu'elle est plus forte que ce que peut apporter le meilleur des parents, ou ça reste du même niveau? Et effectivement, Ouais. au bout du compte, est-ce que c'est de nature à sauver les récifs, quoi? Moi, je pense qu'il ne faut pas compter sur les chimères coralliennes ou pour sauver les récifs. On sait ce qu'il faut faire, entre guillemets, pour sauver les récifs. Il faut faire en sorte que l'augmentation de la température de l'eau soit contrôlée le plus possible et surtout que la qualité de l'eau reste optimale. Puisque même si la température augmente, si la qualité de l'eau reste optimale, on sait qu'un récif a la capacité à récupérer en 10-15 ans, même s'il a été complètement détruit par un blanchissement de masse. Après, il y a tout un tas de... La restauration récifale peut être un intérêt dans certains cas, puisqu'on oublie bien souvent que le récif, il a aussi un rôle de protection, notamment du trait de côte. Mhm. Et un Pardon, récif qui est du trait de côte, c'est-à-dire qu'il va briser les vagues. ah oui, Il diminue l'érosion, quoi. Voilà, il va diminuer énormément l'érosion. Et il y a des états, hein, notamment un récif qui est complètement dégradé, donc il y a quasiment plus de corail vivant, et souvent confronté à des problèmes où, grosso modo, hein, le substrat est constitué de tout un tas de fragments de coraux qui s'entrechoquent en permanence et qui s'auto-érodent et qui va empêcher toute nouvelle installation de coraux. Et donc, c'est dans ce cas-là où de la restauration récifale peut devenir intéressante, puisqu'on va transplanter sur ces zones des animaux déjà relativement gros, qui vont mieux résister à cette érosion. Et c'est là que des actions de restauration avec des chimères ou avec des coraux sélectionnés, etc., peut reprendre tout son Donc intérêt. vraiment sur la barrière de corail, quoi, qui se prend les vagues Sur des directement. zones bien particulières Ouais. d'intérêt, oui. Mhm. Ça peut aussi avoir un rôle pédagogique, hein. Je veux dire, il y a tout un tas d'hôtels de luxe, notamment, qui aiment bien avoir son jardin corallien à ses pieds. Souvent, le tourisme de masse et un récif corallien fleurissant, ça va pas forcément de pair. Mhm. Et donc, peupler artificiellement ces zones en coraux plus résistants peut permettre de concentrer l'activité touristique sur ces zones-là et de protéger donc ce qu'il va y avoir autour en limitant leur accès au tourisme. Ouais. Là, dans le domaine de l'aquario pur, enfin, il faut préciser que Jérémy est un récifaliste aquariophile de longue date. Bon, maintenant, il vit de sa passion, mais c'est un aquariophile aussi, hein. Toutes les coraux de culture sont de plus en plus vendus. Enfin, il y en a de plus en plus puisqu'il y a de moins en moins de sauvages. Donc, est-ce qu'on peut penser que les coraux de culture peuvent devenir de plus en plus résistants pour l'aquariophile basique aux conditions qu'on leur impose? Ça va dépendre vraiment du cultivateur, hein. C'est-à-dire que Ouais. si le cultivateur cherche à produire des coraux, on va dire, résistants aux conditions d'aquarium, il va pouvoir le faire. C'est exactement le même principe que le chimérisme, hein. Si tu vas cultiver ton corail dans un milieu extrêmement clean, extrêmement stable, un corail qui n'est jamais stressé, etc., etc., tu l'amènes dans un aquarium. Si c'est pas dans un aquarium qui est vraiment au Très top niveau, je stable. dirais, Ouais. il y a de très très grandes chances que le corail meure très rapidement. Si à Hmm. l'inverse, tu l'as élevé dans des conditions Un peu olé olé. olé olé, très variables déjà, euh, Hmm. très variables, tu vas avoir un phénomène d'entraînement de ta colonie.
qui fait qu'il sera apte à répondre à une diversité d'environnements beaucoup plus importante que l'exemple précédent, et donc avoir une capacité à s'acclimater à différents aquariums et à survivre de façon plus Donc importante. en fait, il faut stresser le corail, mais modérément, quoi. Ça, c'est sûr. Moi, du temps où j'étais sur Cap Récifal, je me battais tout le temps pour que les gens laissent varier leur température Mm. au fil de la journée, que des pics de température un peu hautes puissent être atteintes en fin de journée, etc., etc. C'est vraiment une préparation de la colonie à des stress que des fois on peut ne pas maîtriser. C'est un peu comme une bouée de sauvetage, quoi, un gilet de sauvetage. Ouais, ouais. J'ai C'est, quelques questions. Pardon. excuse-moi, Denis. Non, non, vas-y, vas-y. J'ai quelques questions là, bon, auxquelles tu as au moins répondu un petit peu partiellement là. Bon, ce phénomène, on l'a mesuré, donc on l'a observé sur les pocillos, mais est-ce que sur les coraux mous, les autocorallières, on constate aussi ce phénomène? Alors, j'ai aucune donnée Mmh. sur les octocorallières. Maintenant, je vois aucune raison biologique qui ferait que ça pourrait pas avoir lieu. Il y a une étude qui a été faite, ça n'a pas été fait sur les coraux, sur les coraux mous, hein, ça a été fait que sur les coraux durs. Mais sur, la quinzaine ou la vingtaine d'espèces qui avaient été étudiées, on a trouvé du chimérisme chez toutes les espèces. Et on le trouve aussi dans toutes les régions du monde. Bah, là, encore une fois, il y a qu'une ou 2 études qu'il a cherché en milieu naturel. Donc il a été trouvé en Australie et à Hawaï. Donc, Donc la Grande Barrière, c'était une question qui était posée, quoi, d'accord. ouais, Mmh. je vois aucune raison, encore une fois, pour laquelle on le trouverait qu'à certains endroits et pas à d'autres. Ouais. Comment est-ce qu'on reproduit des coraux en aquarium? Vous prélevez les larves? Alors, bah, tout ce qui va être coraux à planulation, hein, de type, Pocillopora, Stylophora, là, on peut récupérer les larves. Après, Mais vous les récupérez dans la nature? nous, on les récupère dans la nature, mais tu peux les D'accord. récupérer aussi en aquarium, hein. Ben En fait, d'ailleurs, c'est commun en aquarium que les stylos, t'en retrouves partout sur les pompes, sur les trucs, quoi, ils se laissent bien, hein. si tu observes bien tes polypes, hein, tu vas les voir, ils sont gravides. Tu vois bien, hein, des polypes qui sont un peu plus gonflés, ça se voit très bien chez les Pocillopora damicornis. Tu vois des polypes qui sont un peu plus déployés, un peu plus gros, et si tu regardes bien, tu vas voir un petit point noir. Mhm. Et ce point noir, c'est une planula. Et tu Oui. peux même t'amuser à l'extraire, hein. Moi, je suis à Ah oui. Bagnols-sur-Mer, là, il y a eu une thèse sur la cryopréservation des coraux. Et cette thèse s'est axée sur Pocillopora damicornis et sur la cryopréservation des larves planula qui étaient extraites quasiment tous les jours de quelques colonies moules. C'est-à-dire, on les congèle et on les remet en culture plus tard? C'est ça. Elles sont fixées dans des produits cryoprotectants, hein, des sucres, ce genre de choses, pour essayer justement de les réveiller un peu plus tard. Et ça Les marche? planulas, les planulas, des fois, elles sont, autant que je sache, des fois, elles sont évacuées, comme le sont le sperme ou les ovules. Elles peuvent être évacuées, ou alors elles peuvent glisser le long du polype pour aller à la base. Enfin, je sais que ça se produit, ça, sur les coraux, les octocorallières. La planula, elle migre, mais dans un espace qui est très, très proche, quoi. Mais là, en l'occurrence, sur les coraux durs, la planula, elle est dans le polype, elle va être évacuée dans l'eau. Oui, oui, D'accord. oui, la planula va être évacuée dans l'eau, elle est émise dans l'eau, mais ça n'empêche pas qu'on peut avoir, elle peut migrer enfin, elle peut se fixer très proche de son géniteur, hein. D'accord. On déclenche pas la reproduction d'un corail, on attend qu'il se reproduise. Oui, à ma connaissance en tout cas. Je sais qu'il y a beaucoup de programmes de recherche actuellement sur la reproduction. Beaucoup d'aquariums publics notamment s'y mettent. Heu, que ce soit sur des coraux qui font de la planulation ou des coraux qui émettent, des gamètes, hein, avec fécondation externe du coup. Mais là honnêtement, c'est un sujet auquel, je suis moins familier, donc je pourrais dire des bêtises, donc je préfère ne rien dire. Mmh. Moi, j'ai remarqué que les chercheurs sont beaucoup plus prudents sur leurs observations que les amateurs récifalistes. Ah, c'est possible, hein. C'est possible. Et au cas où, encore la prudence là. Ouais. Hmm. Je voulais Oui, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Oui, quand on conserve des améliorations, donc avec la chimère, et quand on analyse une chimère, est-ce qu'on constate où est-ce qu'on constate des différences? Est-ce que j'avais noté des idées.
Par exemple, est-ce qu'ils ont les mêmes systèmes, moyens de reproduction? Est-ce qu'ils ont les mêmes populations bactériennes? Euh, alors, qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Oui, est-ce que bon, les pigments, est-ce que tous leurs tous les métabolismes sont identiques? Qu'est-ce Alors, qu'on constate comme évolution? en fait, ça, c'est des questions qu'on s'est posées justement dans l'article, hein. Et du coup, on a regardé 3 compartiments d'une chimère et le pendant chez des coraux non chimériques pour voir justement si le fait d'être chimérique induisait des différences à ces niveaux-là. Premier compartiment qu'on a regardé, j'en ai déjà parlé, c'est l'ensemble des gènes qui sont exprimés chez un coraux chimérique et chez un coraux non chimérique. Et là, on en a discuté déjà, la réponse est non. Les gènes qui sont exprimés chez un corail chimérique et non chimérique ne sont pas les mêmes. Ensuite, on a regardé si les gènes qui sont exprimés chez les zooxanthelles, donc chez les microalgues symbiotiques, étaient les mêmes. Et là, de façon extrêmement surprenante pour nous, et on n'a pas le moindre début de réponse, c'est que, également, les gènes exprimés par les zooxanthelles hébergés chez un coraux chimérique sont très différents de ceux qui sont exprimés chez un coraux non symbiotique, chez un coraux non chimérique, pardon. Ah ouais. Et les gènes qui étaient affectés sont des gènes qui sont impliqués notamment dans tout ce qui va être nutrition. Et donc, ça nous a conduit à poser l'hypothèse que les interactions trophiques, hein, donc alimentaires, on va dire, entre le corail et ses zooxanthelles étaient un peu différentes entre une chimère et un corail non chimérique. Et là, honnêtement, on n'a pas du tout un début d'explication du pourquoi ceci est induit. Mmh. L'autre compartiment qu'on a regardé, et on a eu la question tout à l'heure déjà, c'est est-ce que le chimérisme va induire par exemple des modifications dans les espèces ou les clades de zooxanthelles qui sont hébergées chez une chimère et chez un organisme non chimérique? Là, non. Clairement, on n'a pas vu de différence. Tous nos coraux non chimériques hébergeaient un seul type de clade de zooxanthelles, le clade C1. Et c'est exactement le même clade qu'on a trouvé chez les chimères. Donc en fait, c'est le même algue symbiotique, mais Oui, mécanisme de nutrition différent, les modulés, on va dire. Je pense pas modulé. que je pense pas que les mécanismes soient différents, mais ils sont perturbés peut-être, améliorés peut-être. Je peux pas donner d'orientation, Mmh. mais les gènes, en tout cas, sont exprimés à des valeurs différentes. Ah ouais. Mmh. Donc la dynamique d'échange est modifiée, en tout cas. Et cette expression des gènes, est-ce que c'est ça qui explique la meilleure résistance au stress oxydatif, par exemple? Oui, clairement, on avait les gènes de réponse au stress oxydant qui étaient exprimés à des niveaux plus élevés chez les chimères que chez les coraux non chimériques. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Là, il y a Marc qui demande, les enfants, bon, entre guillemets, des chimères, c'est des chimères aussi? Les quoi, pardon? J'ai pas compris. Une chimère qui se reproduit fait une chimère. Enfin, ça fait une nouvelle espèce, quoi, je veux Les dire. larves des chimères. Non, non, puisqu'en Ah, il est parti. fait, c'est pas un hybride, c'est-à-dire qu'au niveau génétique, on reste sur une seule et même espèce. Donc, la reproduction d'une chimère donnera un autre individu qui sera entre guillemets non chimérique, sauf s'il va se chimériser avec un C'est-à-dire génotype qui qu'un n'est pas le un sien. Montipora rouge et vert, là, comme tout à l'heure, il va pas obligatoirement donner un Montipora rouge et vert, quoi. Non, par reproduction sexuée, il y a de grandes chances qu'il ne donne pas de Montipora rouge et vert. Mais Si il peut donner un vert et un rouge? Ou enfin, non, je pense pas. Je pense que si c'est la partie verte de ton Montipora qui se reproduit, il on va donnera un avoir du vert? Montipora vert. Si c'est Voilà, la partie rouge, il donnera un Montipora rouge. d'accord, d'accord, OK. Denis? Oui, non, je lisais la question d'Andrea aussi. Peut-on modifier la coloration des oxanthelles, donc leurs chromosomes? Bon, là, on n'est plus trop dans le chimérisme, mais je ne sais pas, les oxanthelles, elles ont plus ou moins les mêmes types C'est de brun, couleurs. des zooxanthelles, c'est brun, non? C'est pas, ça a pas de C'est couleur. toujours brun. Moi, j'ai jamais vu de Oui, zooxanthelle qui oui. n'était pas de couleur Je brun. pense que il veut peut-être parler des pigments. Est-ce que Grosso modo, les coraux marrons, hein, c'est des coraux qui hébergent beaucoup de zooxanthelles et les coraux qui sont colorés
c'est pas la zooxanthelle qui produit les pigments, c'est vraiment le corail qui va produire des pigments en réponse à des facteurs environnementaux. C'est pour ça qu'à un moment, je sais plus si c'est la mode puisque je fais plus de récifal depuis un petit moment, mais il y avait une mode pendant un temps qui était d'avoir des aquariums extrêmement oligotrophes, même avec un peu d'ajout de cuivre pour baisser, les densités en zooxanthelle au Ouais. maximum et avoir les coraux les plus flashy Et possibles. tu t'es arrêté au moment de la méthode Coral and Such, Ça doit être ça. zéolite, machin et compagnie. Exactement. Hmm. Non, maintenant c'est l'éclairage en bleu pour faire ressortir les pigments qui est à la mode. Coraux fluo. Voilà, la fluorescence. À produire des chimères, alors bon, tu nous as rassurés, plus ou moins, enfin, en nous disant que non, ça pouvait pas c'est pas ça qui allait fondamentalement changer, les populations des récifs. Mais on pourrait se dire si, les rassemblements de coraux peuvent produire des chimères, donc, on pourrait imaginer que ça va développer le type d'espèce, mais on peut aussi imaginer que ça va les réduire, puisque de 2, on en fait une. Donc est-ce que ça peut pas conduire justement à L'appauvrissement. l'appauvrissement, merci, eh ben, de génétique du corail, quoi, des espèces, quoi. Ah non, je dirais pas ça, puisque si tu as 2 individus, un génotype A, un génotype B tout seul meurt face à un stress donné, donc tu perds 2 génotypes. Mmh. Alors que s'ils se sont chimérisés, tu conserves tes 2 génotypes. S'ils se reproduisent, il va avoir maintien de chacun des 2 génotypes et ils Mmh. auront, eux, en étant associés, la capacité à résister, hem, au stress. Donc je pense qu'au contraire, c'est vraiment un moyen de conservation, par D'accord, contre. d'accord. Mmh. Voilà. Donc ça c'est d'accord. Donc ça c'est un seul individu, mais si la partie verte se reproduit, on a du vert, et si c'est le rouge, d'accord. Ok, ouais. C'est ça. Mais c'est même sur une chimère, c'est quand même bien distinct hein, les parties des deux individus. C'est pas mélangé, quoi. Bah, ça encore, on n'a pas de c'est des questions qui sont en cours d'étude et là, c'est des chimères qui sont récentes, hein, je pense, hein. Ouais, Parce ouais, que ça a été bouturé il y a peu de temps, dans 10 ans, qu'est-ce que ça va donner? On n'en sait rien. voilà, c'est ça, ouais. Ouais, ouais, j'ai demandé à Fabien, à Fab Corail, s'il avait des photos. Il m'a envoyé ces quelques photos. Ouais, c'est vrai, parce que on sait pas comment ça pousse. Moi, j'aimerais bien si des gens du groupe ont ce genre de truc, mais qui a bien poussé, voir quelle tête ça a, quoi, après quelques années. Ça peut être intéressant, hein. Oui, tout à fait, ouais. Là, c'est pareil, hein. Fab Corail dit: «Sur une même colonie, généralement, quand ça pousse, les zones sont beaucoup moins marquées». Là, d'accord, d'accord. Donc, ça a tendance à Mmh. se mélanger, quoi. D'accord. Mmh. Oui, un peu comme ça, là, oui. Mais on garde toujours une certaine zonation, hein. C'est-à-dire que là, on voit des incursions rouges, on va dire, au milieu du vert, D'accord. Fabien qui dit, on a des zones souvent toutes rouges ou toutes vertes. Mais là, ouais, là, il y a un petit mélange quand même ici de vert et de rouge. Ouais. Après, il faut garder à l'esprit que chez le corail, l'unité individuelle qui se reproduit, c'est le polype Mmh. Mhm. et que le polype, lui, n'est pas chimérique, c'est la colonie, hein, qui est chimérique. D'accord. Là, tu C'est-à-dire vois, Jérémy, il y a Fabien qui dit, c'est très difficile de garder les deux couleurs à part égale. Donc, c'est à croire qu'il y a une espèce, enfin une espèce, c'est pas une espèce d'ailleurs, un génotype qui prend le dessus sur l'autre génotype alors. ouais, ça, c'est quelque chose qu'on a observé, effectivement. C'est typiquement ce que j'ai montré tout à l'heure, là, hein. Il y a clairement un génotype qui va prendre le dessus sur l'autre, voire Là, sur les autres quand il y en a plusieurs. c'était là ou pas? Non, c'était pas là. Non, c'est Non, moi qui l'ai montré. c'est toi qui Je l'avais, peux ouais. Ouais. repartager. Ouais, alors j'arrête le partage chez moi. Après, on pourra venir aux essais que vous avez faits concernant le changement de stress en remontant de 10 mètres, là, les coraux. Juste Ah pour oui, finir là, voilà. Denis, là on voit bien, hein, Oui, on est vraiment parti de ça, c'est-à-dire on avait des génotypes qui étaient exactement de la même taille, et après fusion et quelques mois de croissance, on arrive à ça, c'est-à-dire
quelque chose qui n'est plus du tout homogène entre les génotypes, même si on avait une quantité de génotypes de départ, on va dire, qui était identique. Mhm. Mais ça D'accord. reste bien vraiment très, très partagé, quoi. On a vraiment la sensation d'un greffage. Bon, tu nous dis que le greffage, Ça c'est reste partagé, mais c'est parce qu'on n'a peut-être pas on n'a pas les méthodes encore pour pouvoir être aussi fin que ce qu'on voudrait. Là, à l'heure actuelle, il y a une méthode qui permettrait, par exemple, d'y répondre, c'est ce qu'on appelle le séquençage unicellulaire, où on individualiserait chaque cellule d'une colonie sur des portions comme ça, et on pourrait vraiment déterminer combien on a de génotypes au sein de chaque portion. Mais on va dire que le biais, l'incapacité à répondre, elle est plus par un manque de méthode qu'autre chose. Ouais, d'accord. lors de vos expériences là, pour provoquer le stress de ces chimères pour vérifier leur résistance, vous avez aussi monté les chimères de 10 mètres à quelques mètres là, sous la surface. Ouais. Ouais, c'est ça. Et Mhm. alors, 10 mètres en mer, ça correspond à peu près à la hauteur d'un aquarium, compte tenu de nos diffusions de lumière, à peu près l'aquarium. Enfin, si on exprime en termes de part, de, de la mesure du part, Mhm. ça veut dire que quand on le. Enfin, cette différence de 10 mètres est suffisante pour créer un stress, un tel stress au coraux. Ah oui, oui. Ça veut dire que nous, quand on monte de 60 cm à 10 cm, on leur provoque aussi un grand stress. Ça, c'est Bien plus sûr. que ce que j'aurais pensé, quoi. Le truc le plus simple pour stresser un corail, c'est la lumière. Il faut bien imaginer qu'en fait, la zooxanthelle, l'algue symbiotique, elle cherche à être, entre guillemets, à fond tout le temps. Et donc, il y a des phénomènes de photoacclimatation qui sont mis en place et qui vont permettre à la photosynthèse d'être maximale dans la condition de lumière dans laquelle elle se trouve. Par exemple, un corail qui va être peu éclairé va être d'une part très chargé en zooxanthelle et d'autre part, les zooxanthelles vont être très chargées en chlorophylle, de façon à avoir une quantité d'énergie avec peu de Compenser, lumière ouais. Mhm. produite. Donc, dès qu'on va bouger ce corail qui est dans cet état-là, plus proche de la surface, eh bien, en fait, on va induire ce qu'on appelle un phénomène de photoinhibition qui va déboucher sur ce dont parlait Eric précédemment, d'un stress oxydant très intense qui est Oui, lié à un dérèglement de la photosynthèse. oui, bon, alors, moi je comprends qu'il y ait une adaptation. Pour moi, c'était plus du domaine de l'adaptation, c'est-à-dire qu'il y a une évolution de la quantité de zooxanthelles, formation de pigments, mais pour moi, ça ne relevait pas encore du stress. Pour moi, le stress, c'est vraiment, quand tu parles de photo-oxydation, c'est quand on dépasse vraiment un seuil. Et quand vous remontez de 10 mètres, vous dépassez ce seuil. Non, puisqu'en fait, nous, on ne voulait pas induire de dommages. Un stress, c'est une variation environnementale brusque et inattendue et non connue peut déjà être considérée comme un stress. Hmm. Là, Oui, l'exposition n'a duré que 48 heures, mais je suis convaincu que si on les avait laissés une semaine, il y aurait eu du blanchissement, voire de la nécrose et de la mort, pour Et certains. là, et là, vous n'avez pas eu de... Parce qu'il y a souvent un temps de latence entre le stress et les dégâts, enfin en aquarium en tout cas. Hein. On fait une connerie dans l'aquarium, tu le vois pas tout de suite, mais 15 jours plus tard, tu as tes coraux qui commencent à déconner et tu te demandes pourquoi, et puis tu te rappelles que 15 jours avant, tu as fait une connerie, quoi. Mais c'est Euh, pour ça que ouais. nous, en fait, on s'intéressait vraiment à l'expression des gènes. Et Hmm. le temps de latence, là, il est de 30 minutes. 30 Donc, minutes? ce que toi, tu mets 15 jours à voir avec ton œil, quand Hmm. tu hmm. étudies l'expression des gènes, bah, tu le vois beaucoup plus précocement, en fait. C'est-à-dire que tu vois l'expression des gènes une demi-heure après, et alors, Bah, le corail, on estime que pour l'expression d'un gène soit modifiée suite à une modification de l'environnement, il ouais, faut entre 30 minutes et 1 heure. d'accord. Donc là, on a transplanté nos coraux, on les avait à 10 mètres, on les a mis à 2 mètres. On a laissé ça pendant 48 heures, parce que 48 heures, on savait, en se basant sur la bibliographie, sur d'autres études antérieures, etc., qu'on allait vraiment avoir un temps d'exposition qui allait permettre d'avoir un niveau de stress Important. suffisamment intense pour induire vraiment une réponse au niveau de l'expression des gènes.
et en même temps suffisamment court pour que justement on ne soit pas étudié un corail en train de mourir. D'accord. Et donc, suite à cette étude, vous avez vu que les chimères résistaient mieux, quoi. Voilà, exactement. Donc ça veut dire que, bon, vous analysez les gènes, qu'est-ce que vous voyez concrètement? Comment vous pouvez transposer ce que vous voyez et conclure que c'est un stress, c'est dû au stress, une évolution due au stress? Qu'est-ce que vous voyez exactement aussi? Ah bah là, par exemple, on a vu typiquement des coraux chimériques et non chimériques exprimer tout un tas de gènes de réponse au stress. Donc ça, c'est Alors, vraiment Mais caractéristique. l'expression des gènes, elle se voit ou c'est au labo que vous voyez l'expression? Non, c'est au labo. C'est au labo. C'est Et au labo. comment est-ce qu'on voit l'expression des gènes? C'est-à-dire que vous mesurez certains paramètres, certains. Alors en fait, juste pour faire un peu un parallèle, Hmm. le génome, d'accord, c'est ce qui contient les gènes. Grosso modo, c'est une bibliothèque de plans. Ouais, Chaque gène correspond à un plan. Et ce plan, il permet de construire un outil, l'outil étant la protéine. C'est la protéine qui fait l'action biologique au d'accord. sein de la colonie. Le gène en lui-même, c'est juste un plan, quelque chose qui est archivé. Par contre, il y a quelque chose qui est très intéressant et assez facile à étudier entre le gène et la protéine. C'est ce qu'on appelle la transcription. Et cette transcription, elle peut être imagée comme étant une photocopie. Grosso modo, le plan, quand on a besoin de produire la protéine, de produire l'outil, le plan va être photocopié. Plus il va être photocopié, en grande quantité, plus on va fabriquer de protéines, plus on va fabriquer l'outil. Et on peut assez facilement avoir accès À au l'ARN nombre, messager? à l'ARN messager, au nombre de photocopies qu'on a de chaque gène. Exactement. D'accord. Et donc, vous voyez, en fait, après le stress comme ça, vous avez vu des modifications dans l'ARN messager, enfin, des trucs qui n'allaient pas, quoi. C'est ça, exactement. De tête, j'ai plus les chiffres en tête, hein, mais on avait 400 ou 500 gènes qui étaient différentiellement exprimés chez les coraux non chimériques, dont plus de 15% ou 20% qui étaient des gènes de réponse au stress, alors que Mhm. ce nombre de gènes était beaucoup moindre chez les coraux chimériques. Moindre parce qu'ils les exprimaient déjà auparavant, comme on l'a dit précédemment. Ouais, 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 ouais. Mais bon, ils ont quand même senti ce stress puisqu'ils les ont légèrement surexprimés. D'accord. Quand on regarde un corail dans nos aquariums, on n'imagine pas tout ce qui se passe au non, niveau, non. au niveau protéinique, hein. Andrea pose la question, ça prend combien de temps, combien de jours la photoacclimatation? Donc tu te disais que si on observe les gènes, ben, en quelques heures, on le voit, enfin en quelques minutes même. Mais par contre, il nous faut plusieurs jours pour voir, Je pour que dirais qu'il y a un sens dans lequel c'est beaucoup plus facile que dans l'autre. C'est-à-dire que d'aller de moins oxantelles, d'aller du très éclairé au moins éclairé va être beaucoup moins stressant que l'inverse. C'est-à-dire que descendre par exemple un corail de la surface vers le fond ne va pas induire de stress très fort, à part peut-être qu'il va avoir un peu faim. Mhm. Par contre, monter un corail du fond vers la surface, c'est quelque chose qu'il faut prendre du temps. Je ne peux pas donner de temps, hein. Là, ça va varier d'une espèce à l'autre, oui, etc., si vous les etc. avez conservés que 2 jours, il n'y a peut-être pas eu le temps pour avoir un équilibre de Ah l'expression non, là, c'est génétique sûr que non. pour conclure, quoi. Oui, Je d'accord. pense que c'est de l'ordre de, moi, je dirais 15 jours. Mmh. Mhm. Et en termes de part, ça fait passer de quoi à quoi? De 150 à 800 en montant de 10 mètres à 2 mètres? Alors là, nous, on n'avait pas de paramètres. Vous n'aviez pas de paramètres à l'époque? On avait un luxe-mètre, donc il y a les données en luxe, hein, d'ailleurs, à côté. Oui. Pour donner une idée, en luxe, à 10 mètres de fond, en moyenne, on était à 8000 lux, euh, alors qu'à 2 mètres, on était en moyenne à 38 000 lux. D'accord. On peut imaginer qu'on a une corrélation linéaire entre les deux, grosso modo, hein, même si ce n'est pas totalement Oui, je juste. crois que Mais grosso modo, on a quasiment 4 fois plus de parts à 2 mètres qu'à 10 mètres, ce qui est énorme. On passerait de 100 à 400. 100-400, c'est énorme. Ouais, ouais, parce que c'est mmh, mmh. exponentiel, hein. C'est, et c'est là, sur ce dessin-là, CV, c'est quoi? Je me pose la question depuis C'est tout le à l'heure. coefficient de variation, Ah, c'est-à-dire qu'en fait, d'accord. la température n'était pas
très, très différentes entre 10 mètres et 2 mètres de profondeur. Par contre, les variations de température, sur un cercle jour-nuit étaient 2 fois plus importantes à 2 mètres qu'à 10 mètres. C'est-à-dire que l'eau chauffait beaucoup plus quoi, pendant la journée. Voilà, c'est ça et refroidissait plus la nuit. C'est-à-dire qu'on avait des températures maximum plus importantes et des températures minimales aussi qui étaient, plus faibles. Et là, en passant de 10 mètres à 2 mètres, c'est quoi? Vous êtes passé de 25 degrés à 27 degrés, 28 degrés Ah ou... non, non, pas du tout, hein. C'est, à 10 mètres, au moment de l'étude, on devait être à 25. Ça 25? oscillait entre 25 et 26, on va dire, Ouais. alors qu'à 2 mètres, ça va osciller entre 24 et 27. Ah ouais. Ah, c'est marrant ça. C'est pas plus chaud qu'en surface. Pas beaucoup plus. Ouais, parce que c'est refroidi par le vent, je suppose. Oui, puis les masses d'eau, elles sont mélangées en permanence, hein, donc D'accord. Et ça a été fait où, cette étude? cette étude, elle a été faite à Eilat, tout au nord de la mer Rouge. D'accord, ouais. Donc en plus Là, dans une, vous travaillez avec les Israéliens dans leur labo, là? Oui, c'est ça, ouais, là, c'était en collaboration avec des collègues, israéliens, avec, Baruch Rinkevitch et ouais. Dor Shify. Et en plus l'eau est très salée en mer Rouge, hein, si je ne m'abuse. Ils ont une salinité qui est, ils sont presque à 40 grammes par litre, hein, il me Oui, semble. c'est ça, ouais. Ouais, Après, ils le tiennent bien, hein. Moi, quand j'avais mon aquarium en eau de mer naturelle à Perpignan, j'étais régulièrement à 38 grammes par litre et ça se passait bien, Ah ah ouais. oui, tu avais des chimères, là. Elles peut-être. étaient tu les avais stressées assez. Mhm. Oui, mais écoute, moi, j'ai pas trop de questions, là. On a Ouais, ouais, non, on a bien fait le tour. Là, il y a Andrea qui dit, et nous, on est clair entre 12 000 et 22 000 lux. Bon, et ouais, 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 c'est vrai que ça fait, ouais, 12 000, je crois que ça correspond à peu près à un par de 200, quoi. je sais pas. Pas de tête, ouais. On vise 12 000, 10 000, 20 000, et ça correspond à peu près 150 et puis 450, quoi. Et toi, donc Jérémy, toi, en tant que biologiste, chercheur et tout, ta vision de l'avenir sur les récifs, t'es plutôt optimiste, pessimiste, réaliste? C'est une bonne question. J'ai envie d'être optimiste parce que tu m'aurais posé la question il y a 10-15 ans en arrière, je t'aurais dit que j'étais pessimiste. Ouais. Parce qu'il y a 10-15 ans en arrière, on pensait qu'en fait, les coraux n'avaient pas du tout la capacité à s'adapter. On n'était pas conscient de la résilience des récifs. Ouais, Ouais. mais on ne pensait pas qu'ils pourraient s'adapter aussi vite, au réchauffement climatique. Mhm. Aujourd'hui, il y a tout un tas de signaux qui montrent qu'ils ont cette capacité à s'adapter et à supporter des températures, bien plus chaudes que ce qu'on pouvait imaginer. Donc ça, c'est pour le point optimiste. Le point pessimiste, c'est que tout ça, c'est possible que si tous les autres facteurs. C'est-à-dire une eau propre et avec un pH normal, quoi. Le pH m'inquiète pas tellement, hein, Ah, le pH, ça honnêtement, t'inquiète pas? Ah heu, bon. quasiment toutes les études qui ont été menées sur des organismes, biominéralisateurs, incluant les coraux, hein, Mhm. montrent qu'en fait, la température et la pollution, aura fini de tuer les coraux avant que le pH devienne un vrai problème. Ah, Mmh. d'accord, d'accord, d'accord. Voilà donc mais voilà, ils auront cette capacité à s'acclimater et à survivre si et seulement si on a, nous, la capacité à leur offrir un environnement, propre et sain. Ouais. C'est-à-dire c'est surtout les taux de nutriments qui sont importants, C'est quoi. ça. Bon, Mais ouais. tout est lié, c'est-à-dire qu'il faut gérer la pêche parce que les taux de nutriments, peuvent être d'une certaine façon, gérables, si, il y a des herbivores en quantité sur le récif. Mhm. Mais si tu cumules tout, si tu cumules, quantité de nutriments, très importante et surpêche avec plus d'herbivores, bah là, tu obtiens le cocktail détonnant, Mmh. qui conduit à la mort du récif à partir du moment où les coraux sont plus là, l'espace est libre et les algues vont le coloniser définitivement. Bon, mais comme dirait l'autre, tant qu'il y a un polype, l'espoir est permis, quoi. Hein. Exactement. Hein, moi, j'ai vu en aquarium, c'était quoi? C'était un humilis que j'avais, mais il me restait rien, quoi. Peut-être 1 millimètre de corail.
puis un beau jour, pouf, il est reparti et ça avait refait un beau pied. Donc, tous les espoirs sont permis. Exactement. Monsieur Tournassat a-t-il encore des questions? Et sa brioche Non, est-elle non, cuite? on a Ben, balayé. tu n'as pas, ta brioche n'est pas carbonisée, j'espère. Elle n'est pas carbonisée, tout va bien. Tout Elle est va prête pour bien. le goûter. Jérémy, je sais pas, tu as d'autres trucs à ajouter? On a fait le tour des chimères, je pense. Oui, Enfin, non, je pense qu'on a fait le tour. on a fait le tour. Écoute, je te remercie. Jérémy, tu es un grand spécialiste aussi de la calcification et de tout. Et moi, j'avais une question à poser là. J'ai un corail, il blanchit. Tous mes paramètres sont bons. C'est dû à quoi? Il blanchit ou il nécrose déjà? Parce que souvent, on confond les deux. Hein. Non, mais c'était une boutade. Ah bon? C'est pour te ramener dans le bas monde de nos discussions sur les groupes de discussion. Ouais. Jérémy, je te remercie beaucoup d'avoir pris une heure de ton temps un samedi, alors que tu as une famille, des enfants, des machins et tout, pour nous expliquer tout ça. Denis, je te remercie d'avoir été présent aussi. Eh ben, c'est un plaisir, merci. Merci beaucoup, oui. La vidéo sera visible sur la chaîne YouTube. C'était la 80e vidéo du récif. Bravo. C'est pas mal, hein, Mhm. Joli score. en 4 ans, c'est pas mal. Donc tu pourras aller voir, télécharge-les comme ça dans l'avion quand tu iras voir Alex. Tu auras le temps de regarder Exactement. Laetitia Edouin, Oli Putman, ça te rappellera ta thèse. Voilà. Pour nous, là je vais faire encore une petite annonce, mais enfin elle a été vue l'annonce. Jeudi 9, 21 heures, on sera avec Yannick Devigne. Visiblement, vu le nombre de likes sur la publi, ça dépasse les 100 likes. Je pense que c'est un truc qui va être assez attendu. Pour t'expliquer, Jérémy, Yannick Devigne, c'est un copain qui a un aquarium, mais top niveau, de très gros volume, avec une technique fabuleuse. Donc, on va se faire une petite soirée avec lui. Voilà, je te remercie beaucoup. Denis, je te remercie. Jérémy, je te souhaite un bon voyage. Merci beaucoup. Si tu croises mon fils, tu lui fais la bise. Et puis, Je ne manquerai pas. voilà. Et puis, bah, écoutez, à bientôt. Et Allez, merci. merci. Ouais. Merci. Au revoir, à Ciao, bientôt. ciao, ciao, ciao. Alors, paf.